Dans un monde en perpétuelle mutation, elle ne cesse de susciter débat ou intérêt. Pour certains, elle est révolutionnaire et pour d'autres, elle est tout simplement dangereuse. L'intelligence artificielle permet aux machines de reproduire certaines capacités cognitives humaines, offre un potentiel d'innovation et de transformation sans précédent. Peut-elle alors bouleverser notre quotidien? Doit-on la craindre? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat de société. Ce soir, 4 intervenants pour une question. L'intelligence artificielle, atout ou risque? Bonsoir, monsieur Gwandou. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes, et je précise que vous êtes chef du département prison et lieux de détention au Conseil national des droits de l'homme. Effectivement. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, Franck Idja, créateur de contenu, entrepreneur digital, consultant en marketing. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Merci d'être là. Merci encore de l'invitation. Alors, il y a un expert connu à travers le monde qui est sur ce plateau. Bonsoir, Jean-Patrick Eouman. Bonsoir. Vous êtes virtuel ou réel? Non, c'est l'enfant d'Asuba qui est là, donc c'est bien moi. C'est bien vous. Alors, merci d'être là. Alors, vous êtes architecte logiciel, C'est bien ça. entrepreneur social. Ouais. Alors, encore une fois, une émission de ce type, de ce calibre, sans un sociologue, parce que l'intelligence artificielle peut bouleverser notre quotidien. Bonsoir, docteur Lille. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes sociologue, Oui. enseignant-chercheur Oui, à l'université Alassane Ouattara. tout à fait. Bonsoir et merci encore d'être là. Merci. Bonsoir à vous également. Alors, ce débat, il est interactif et vous pourrez, chers téléspectateurs, intervenir, poser des questions, évidemment, peut-être contribuer aussi à travers ce QR code qui s'affiche au bas de l'écran. Vous le scannez et vous aurez ici des questions que vous poserez et vous aurez les réponses avec nos 4 invités. En attendant, nous retrouvons Davis Oyo et Ibrahim Touré, nos reporters, pour ce premier élément, l'avènement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou IA gagne considérablement du terrain en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'IA sort de l'anonymat en 2018 grâce au sacre de Fatim Cissé, première dame diplômée en intelligence artificielle. 4 ans plus tard, précisément en novembre 2022, la vulgarisation de ChatGPT, un modèle de langage ou un prototype conversationnel reposant sur la technologie et utilisant l'intelligence artificielle, permet d'apporter des réponses dans plusieurs domaines d'activité. Cette innovation suscite un intérêt croissant. C'est le cas de Jean-Patrick Eouman. Il se fait l'ambassadeur de ce programme d'intelligence artificielle. La vulgarisation de cette nouvelle trouvaille va attirer davantage l'attention des populations et des entreprises, selon les spécialistes et experts du secteur. L'intelligence artificielle vous aide à travailler beaucoup plus vite, vous facilite la vie, vous aide à travailler à votre rythme, à vous reposer beaucoup plus désormais, vous aide à déléguer certaines tâches. Un bouleversement médiatique aux effets timides. Seulement 29% de la population mondiale l'utilise, selon les internautes. Pourtant, des observateurs affirment que l'intelligence artificielle est incontournable dans tous les secteurs d'activité. Tous les dirigeants, tous les responsables d'entreprise, la majorité des décideurs veulent connaître, comprendre ces trouvailles. Mais si toi, ton manager, lui-même, il utilise l'intelligence artificielle, il monte des projets avec l'intelligence artificielle, il s'est dit, mais je pense que c'est beaucoup avantageux pour mon personnel dans la mesure où désormais ils auront un temps de repos assez important, puisque ce qu'ils auraient pu faire peut-être en 3 jours, avec une concentration et une maîtrise de l'intelligence artificielle, ils le feront pourquoi pas peut-être même en 5 heures pour ne pas exagérer. Depuis 2022, formations, panels et masterclass se multiplient pour développer l'intelligence artificielle dans le corps social. Les populations et les entreprises sont sensibilisées sur l'utilisation de cette technologie. Pour rappel, même s'il faut redouter l'effectivité globale de l'intelligence artificielle, la technologie fait déjà des merveilles dans l'univers de la santé, la robotique, l'informatique et dans bien d'autres domaines. Merci à Davis Oyo et Ibrahim Touré. Alors, je me tourne directement vers le sociologue parce que M. Ouman, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, le sociologue que vous êtes, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? On a parlé de formation, concentration, maîtrise, aller plus vite. Bien. Il est évident que c'est une technologie qui n'est pas tombée du ciel, qui suit un processus
Et je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle les choses se déroulent et la capacité, parce que l'homme a créé, en gros, cette intelligence-là, c'est pour ça qu'on la traite d'intelligence artificielle. Mais tout se passe comme si c'est lui qui a la traîne maintenant par rapport aux capacités de cette intelligence-là. De telle sorte qu'il va se passer quelque chose de dialectique entre l'homme et sa création, au point où toute la créativité humaine elle-même et sociale va être remise en cause par ce système. Alors, est-ce que vous êtes d'avis, Franck, que le fait que l'homme ait créé donc l'intelligence artificielle, à la limite, on court après donc cette technologie et il pourrait y avoir une remise en cause? Quel est votre avis là-dessus, en tenant compte de l'élément que nous avons suivi tout à l'heure? Au vu de ce que le sociologue vient de dire, effectivement, la population n'est pas encore au niveau déjà de ce que propose l'intelligence artificielle, une grande partie de la population. Donc il y a une mise à jour à faire. Et il y a ce côté qui est la peur de l'inconnu. Oui. Parce que quoi qu'on dise, moi je dis à certaines personnes que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe déjà, qui était déjà dans notre quotidien. Oui. Déjà, lorsqu'on utilisait Siri ou Alexa pour lancer une musique, la reconnaissance faciale et tout ça, ça fait partie d'une intelligence artificielle, on dira... Basique, au fait, froide, comme on l'appelle d'ailleurs. Et donc, on est déjà habitué à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on doit maintenant passer à une autre étape, qui est vraiment l'étape qui nous permet de faciliter notre quotidien, le mécanisme dans nos business, dans notre vie de famille, dans tous les différents domaines de notre vie. Alors, M. Gwandeu, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, quel est le regard justement de l'intelligence artificielle, en tenant compte évidemment de l'élément que nous venons de visionner ensemble? Merci, madame. Je tiens à vous réitérer nos remerciements au nom à la RTI. À la RTI, oui. Oui, à la RTI surtout. Au nom de madame la présidente, madame Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme. C'est dire combien de fois la RTI a une vue très large sur les questions des droits de l'homme. Et c'est une question également qui préoccupe le Conseil national des droits de l'homme au plus haut point. Avoir aujourd'hui des machines qui réalisent des tâches qui sont traditionnellement reconnus aux êtres humains et qui facilitent le travail tel qu'on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, qui facilite le travail des êtres humains. Pour nous qui savons que le droit à un emploi décent est quelque chose d'important, on pense que l'avènement de l'intelligence artificielle et le développement que cela connaît aujourd'hui, qui permet le plein épanouissement de l'être humain dans son travail, c'est une bonne chose. Donc, il contribue à la réalisation d'un droit. Nous nous en satisfaisons et nous sommes regardants maintenant sur les défis que cela pose en matière de droits de l'homme, surtout dans l'évolution. Voilà. Jean-Patrick Aouma, alors, votre regard en réalité sur ce qui a été dit et également par rapport aux réactions des trois invités, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Peur, peut-être pas, mais il faut peut-être prendre le temps de regarder ce que c'est. C'est une création humaine. Oui. Donc en avoir peur, c'est ça quand même, avoir peur comme un parent qui a peur de son enfant. Mais est-ce un enfant en tant que tel? Est-ce un humain? Mais il n'a même pas toutes les capacités d'un enfant. Donc si on n'a pas peur des enfants, pourquoi avoir peur d'une intelligence artificielle? Le sociologue a parlé de quelque chose de très important. On a l'impression que l'être humain aujourd'hui est en train de courir après. Mais au niveau des informaticiens, au niveau des ingénieurs, ce n'est pas le cas. On sait plus ou moins ce dans quoi on est, à cause de certains secrets de fabrication. Il y a certains acteurs qui font retentir la sonnette d'alarme. Il y a des choses stratégiques. Il faut bien voir les choses, comment ça évolue. Il y a des choses stratégiques qui se déroulent. Il y en a qui demandent à ce qu'on arrête la recherche. Au même moment, ces mêmes personnes-là créent de nouvelles entreprises. Donc il y a une guéguerre entre les chercheurs. Voilà, donc ils jouent sur l'ignorance de nos leaders. Voici le point le plus important. C'est que c'est une très grande avancée. C'est allé très vite. Oui. Et quand les choses vont très vite comme ça, il faut que le chef de famille et les chefs essaient de regarder ce qu'il en est, prennent des décisions et rapidement créer une régulation. Et puis après, la vie continue comme avant.
c'est juste qu'actuellement, si je fais une création, si je produis quelque chose à partir de l'intelligence artificielle et que je ne vous le dis pas, oui, et que vous êtes floué par cette chose-là, il n'y a rien qui est prévu par la loi pour moi, pour la plupart des pays. Et donc, en avoir peur, il faut peut-être prendre du temps pour regarder, mais pas avoir peur jusqu'à s'en écarter. Mais alors, moi j'ai une question pour tous les quatre, parce que vous dites qu'il ne faut pas avoir peur, vous êtes un expert dans le domaine. On a entendu tout à l'heure dans le document qui nous a été présenté, on dit on peut aller beaucoup plus vite, à la limite on peut se reposer, et pour les entreprises ça permettra aux travailleurs de se reposer. Alors, docteur Lille, dans ce cas de figure, est-ce que ce n'est pas bon? Bien, peut-être vu comme ça. Ben, si on voit aussi les emplois que cela va détruire, oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enseignants, on n'a pas besoin de consultants, on n'a pas besoin de journalistes, on n'a pas besoin de photographes. On est en danger alors. On n'a pas besoin de caissières non plus. Oui. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, oui. Ce sont des métiers qui seront bien exécutés par les robots. Voire même les Chinois ont une expérience réelle où une structure de high-tech de près de 6000 personnes est gérée directement déjà par l'intelligence artificielle. Et on a toutes les preuves d'une compétence hors norme de ce DG-là. Et lequel DG, c'est en 2017 que 25 ingénieurs l'ont créé. Donc 25 ingénieurs l'ont créé et aujourd'hui, il les gère à la perfection. Et il n'y a pas de grève, il tient 24 heures sur 24, il connaît les émotions, il gère vraiment l'essentiel. Donc c'est pour vous dire que quand on dit qu'il n'y a pas de peur, je veux bien. Ce n'est pas forcément l'approche de la technologie, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas ça. Mais ça pose des vraies questions sociétales. Même la notion de vérité est remise en cause. Parce qu'aujourd'hui, il est capable de tenir des raisonnements, tenir des réunions, tenir tête. Il y a des étudiants qui arrivent à avoir déjà des 17 sur 20. Alors que ils ont traité le devoir par l'intelligence artificielle. Alors, à ce niveau, Franck, moi j'ai juste un commentaire. Des étudiants qui ont 17 sur 20, alors que c'est l'intelligence artificielle qui a traité ce devoir. Oui. Doit-on penser remettre en cause des diplômes qui seraient justement obtenus par ces étudiants ou ces élèves? Parce que traités par l'intelligence artificielle? Après, l'intelligence artificielle, c'est, comme il a dit, c'est une machine qui vise à simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est les informations que vous rentrez dans la machine qui produit un contenu. Donc, il faut quand même une petite intelligence humaine pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, lorsqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des mémoires, qui traitent des mémoires avec l'intelligence artificielle, au moins de 5 heures, ils finissent un mémoire qu'on doit faire en 6 mois, ça pose une grosse question, effectivement. Donc, Patrick a parlé des régulations qu'il faut mettre en place. Au niveau de l'éducation, il y a aussi certaines normes à mettre en place pour pouvoir vraiment détecter tous les élèves ou tous les documents qui sont passés par l'intelligence artificielle. Alors moi, je voudrais vraiment entendre sur cette question à ce niveau, le Conseil national des droits de l'homme, seconde 2. Il y a deux choses qui ont été dites tout à l'heure. La première des choses qui nous préoccupe en tant que personnes qui protégeons et promeuvons les droits de l'homme, c'est d'abord l'impact négatif sur l'emploi. Sur l'emploi. On est en train de parler des emplois qui sont progressivement en train de disparaître. Nous, à ce niveau-là, on est inquiets parce que la machine, elle est faite à la base pour servir l'homme. Est-ce que dans cette avancée, on fait en sorte que l'humain puisse rester au centre? Quand l'humain doit tout perdre à un moment donné, on va où? Lorsque la machine prend le devant et que l'humain perd ce qu'il a, à quel niveau on se situe? Ce sera quoi l'impact sur notre société? Ce sera quoi la réaction de ces humains qui ont perdu l'emploi? Bien sûr, on est en train de nous dire qu'il faut pouvoir s'adapter, avoir les compétences pour être à l'ère du temps, mais en même temps, on sait qu'on est dans différents contextes. L'avancée que les États-Unis ou la Chine ont aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, ce n'est pas ces avancées-là que nous avons chez nous ici. Bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous permettez, on parlait tout à l'heure de l'élève qui a pu traiter son devoir avec l'intelligence artificielle. Et là, ça pose des questions d'égalité. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à l'intelligence artificielle? On va en parler tout à l'heure. Voilà, les questions éthiques, mais est-ce que c'est tout le monde qui a accès à l'intelligence artificielle? Donc, des questions d'égalité. Des questions d'égalité. Alors, il y a justement, vous parlez de questions d'égalité, il y a des questions qui nous arrivent, et je vais poser la question donc à M. Eouma.
Alors, cette question vient de Maury Diabaté, qui est en Côte d'Ivoire. Il demande quelle est l'innovation apportée par l'Afrique parlant d'intelligence artificielle selon nos réalités. Vous étiez il n'y a pas très longtemps dans un pays, pour ne pas le citer, en Afrique du Sud, et vous voyagez énormément. Alors, quelle est l'innovation apportée par l'Afrique parlant d'intelligence artificielle selon nos réalités? Alors, le terme innovation en fait pas mal de choses. Hein. Oui. Monsieur Maury, il faut qu'il sache que tous les jours, il y a des étudiants, oui. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens qui créent des applications et qui sont disponibles sur les différents stores. Ça, c'est d'un. Oui. Il y a des laboratoires qui travaillent, je ne peux même pas les citer parce que je ne les connais pas tous. C'est un peu comme... il y a autant d'entreprises, hein. Donc il y a des choses qui se font. Mais les personnes, sinon les régions du monde qui sont devant en termes d'innovation, pour l'instant, les pays africains ne sont pas cités. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons... Qu'est-ce qui nous manque? On a un problème fondamental. On ne veut pas apprendre comment les choses fonctionnent. Et puis comment vous pouvez dire qu'on ne veut pas apprendre? On est en train de faire un débat. Expliquez-moi, je vais juste comprendre. Je vais aller plus simple. Ça va être plus simple. Non, je vais juste comprendre. On a un modèle d'éducation qui est caduque. Non. Qui ne fait que nous créer des problèmes. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Non, j'en viens. Je commence à ce niveau. Et après est venu l'ordinateur et l'outil informatique. Oui. Il fallait rapidement s'adapter. On n'a pas pu le faire, donc on a créé, après les analphabètes, on a créé des analphabètes digitaux. Et maintenant, voici que l'intelligence artificielle arrive. Donc, à quel moment est-ce qu'on va régler tous ces deux problèmes-là pour pouvoir utiliser Vous parlez du continent africain? Je parle du continent africain et même de certains pays européens. Oui. Et donc, c'est de là que se situe tout le problème. Sinon, les Chinois dont a parlé le professeur tout à l'heure, c'est parce que ces étudiants-là ont compris que c'est le moment d'utiliser une intelligence artificielle pour gérer l'entreprise. Alors, moi, j'ai une question, justement, qui vous est encore destinée. Après, je vais prendre la question d'Ibrahim Sidibé. C'est vrai que vous parlez du continent africain. Il y a des instituts qui sont installés en Afrique du Sud. Il y en a au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Au Rwanda. En Côte d'Ivoire aussi, nous avons une université virtuelle numérique. On pourrait en citer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un désert. Il y a quand même quelque chose qui existe. Alors, à ce niveau... Il y a même ce débat. Justement. Enfin, je pense que... Justement, ce débat existe. Justement, ma question, justement, quand on fait ce constat qu'il y a entre ceux qui la Chine, par exemple, et le continent, il y a un existant, mais justement, vous, et puis l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait, justement, au-delà de cette émission, merci à la RTI, qu'est-ce qu'on fait, justement, pour la vulgarisation, la sensibilisation, et vous qui êtes justement un expert dans ce domaine, comment vous travaillez pour casser justement ces barrières? Alors, à mon niveau, j'essaie de parler le plus loin possible à travers les réseaux sociaux. C'est là où il y a les jeunes Ivoiriens, c'est là où il y a les jeunes Africains. Et je parle d'analphabétisme numérique depuis très très longtemps, depuis plus de 10 ans. J'essaie de faire comprendre aux étudiants qu'on sort de l'école, mais il faut savoir utiliser l'outil informatique parce que il y a quelque chose qui arrive, on le sentait, et voici qu'on y est. Et là, maintenant, c'est comme si le ciel nous tombe sur la tête, alors que ce sont juste des programmes informatiques. Mais est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Eouma dit, ce ne sont juste que des programmes informatiques? Oui. Effectivement, c'est que des machines qui prennent des données que les êtres humains... Ce sont juste des programmes informatiques. C'est que des machines. C'est que des machines. Il n'y a pas à avoir peur, c'est que des machines. Les droits de l'homme après les sociologues. Oui, en fait... Quand on dit que l'Afrique est à la traîne, c'est vrai, c'est une réalité qu'on est à la traîne. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Oui, et ces pays-là sont très développés. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle chez nous, mais est-ce que là où nous sommes, là où nos populations se trouvent aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un impact qui est très important, mais c'est quoi nos réalités? Est-ce que tout de suite, c'est ce qui constitue nos priorités à un certain niveau? C'est ça la question. Monsieur Gwandeu, Monsieur Gwandeu, on a un deuxième sous-thème. On parlera vraiment de l'impact et on rentrera vraiment dans notre quotidien. Mais je voulais vraiment parler de l'avènement et j'ai deux questions sur l'avènement. Après, je vais prendre les questions, s'il vous plaît. Oui. Si vous avez un commentaire à faire sur l'avènement, ce dont il a été question. Ce que je veux dire, ce n'est pas que de la technologie. Ça n'a jamais été que de la technologie. Voilà pourquoi on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Plus simplement. Qui dit que ça c'est vrai, par exemple. On peut vous laisser parler. Non, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, plus simplement, il n'y a aucune peur à avoir vis-à-vis d'une machine.
puisque, en tant que tel, depuis que le monde est monde, on assiste toujours à l'évolution de la technologie. Oui. À moins qu'on me dise que pratiquement aujourd'hui, la moitié de la Terre est à la fois analphabète, digitale, et j'accepterai. Sinon, on a un des grands responsables de Google qui vient de démissionner. Tout le bac français, cette année, a été challengé par cette histoire d'intelligence artificielle, etc., etc. Le débat est partout, au point où même on parle de réglementation mondiale ou rien, tellement la technologie échappe. Ce n'est pas faire les applications pour faciliter la vie, personne ne s'en plaindra. Ce n'est pas avoir peur d'une machine qui ne vous agresse pas, on ne s'en plaindra pas. Mais ce qu'on veut dire, c'est quel est l'avenir du monde avec une création qui dépasse les créateurs. Je pense que le débat est très avancé et ça a toujours été un débat parce que la science doit être toujours au service de l'homme. Ça ne pourra jamais être l'inverse. Et donc aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, je ne sais pas moi personnellement, mais beaucoup de gens se posent de véritables questions. Je pense que Arte, c'est l'Allemagne et la France. Il y a un grand débat qui a été fait dessus avec des députés, Et cette année, les gens ont fait des tests grandeur nature en France, des dissertations de philosophie corrigées par des enseignants et des dissertations de philosophie proposées par l'IA. Donc, je veux dire que le débat est actuel, il est réel. Ce n'est pas la machine en tant que telle. Le débat, il est actuel, il est réel. Alors, je prends Bamba Sindou, qui est en Côte d'Ivoire, évidemment, toujours. Alors, il nous demande quelle est la nuance entre l'intelligence artificielle et la digitalisation. Je vais demander à M. Eouma et à M. Franck Edja de donner en tout cas à Bamba Sindou la définition. Qui se jette à l'eau entre les deux? Rapidement, c'est une très belle question parce que ça en dit long sur le niveau de connaissance de nos jeunes. Vous voyez mais justement, je veux juste comprendre comme vous le dites. Ça veut dire, il pose cette question, ça veut dire qu'il y a des questions qu'on se pose. Ça veut dire que la vulgarisation peut-être n'est pas... Ceux qui ont la connaissance, est-ce que ceux qui ont la connaissance la partagent réellement? Écoutez, regardez, ce que vous faites aujourd'hui, vous m'emmenez sur votre plateau. Tout à fait. Et je parle. Tout à fait. Est-ce que si on me demande de venir à la radio, je vais refuser? Non. Très bien. Je ne peux que m'exprimer là où j'ai l'opportunité. Et même, j'essaie de créer des opportunités. Très bien. Donc, les personnes comme moi essaient de le faire. Par contre, est-ce que le leadership favorise la sortie de l'analphabétisme de nos jeunes? Je ne suis pas sûr. Non. Parce que si c'était le cas, nos jeunes aujourd'hui seraient en train de fabriquer eux aussi leur propre programme informatique. Parce que pour faire ces choses-là, on n'a pas besoin d'aller très très loin. On a juste besoin de s'asseoir dans une salle de classe et d'apprendre. Vous n'avez pas répondu à la question, M. Bamba Sindou. Le digital, c'est quelque chose qui renferme aujourd'hui le numérique, qui renferme... à la base, c'est anglophone. Hein. Quand on parle de digital, c'est l'équivalent de numérique en français. Donc, on va dire que l'intelligence artificielle est dans cette affaire de digital. Mais l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui veut que des programmes informatiques miment des capacités de l'intelligence humaine, des caractéristiques, pardon. Mais pas toutes. L'intelligence artificielle n'a pas d'intuition. L'intelligence artificielle n'a pas de spiritualité. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Encore. C'est vrai. L'émotion, il faut des sentiments, pas de sentiments. Regardez, par exemple, quelque chose comme la spiritualité. Nous, les hommes, on ne s'est même pas encore accordé là-dessus. Le sociologue parlait de quelque chose de très important, mais... Répondez... Non, répondez à vos avis, c'était très simple. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on a vraiment un sous-thème qui arrive, qui va être important. On va relancer justement votre intervention. Il s'agit de l'impact dans le quotidien. Vous en parliez tout à l'heure. On va y aller. On écoute justement, on retrouve nos deux reporters, Davis Oyo et Ibrahim Touré, pour ce micro-trottoir. Et on remercie également Pacom Afieri pour le montage. L'impact de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Derrière cette façade, un cours particulier se déroule. Ici, pas de tableau ni de professeur, seulement des étudiants devant leur écran d'ordinateur avec des claviers toujours en alerte. Nous sommes au centre CERCO, Centre d'excellence et de recherche en création ouverte, une université de formation et d'encadrement à l'intelligence artificielle. Actuelle trouvaille du monde technologique en Côte d'Ivoire. Anita, 25 ans, étudiante en Master 2 en gestion de projet, est une passionnée de cet outil. Elle travaille régulièrement en classe sur des programmes et algorithmes. Objectif, améliorer et faciliter le quotidien des populations.
Le projet sur lequel nous travaillons, c'est un outil qui permet à, par exemple, à une vendeuse qui est analphabète, peut-être qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir écrire le nom des personnes qui lui doivent de l'argent à chaque fois, de pouvoir savoir en temps réel qui lui doit de l'argent, combien cette personne lui doit. Ça lui permet d'avoir la traçabilité de ses créanciers. Dans ce centre, ils sont tous des passionnés de l'informatique. Ezekiel, développeur d'applications en licence 2, mise sur l'intelligence artificielle pour réaliser ses ambitions. Nous, notre projet est sur la personnalisation de publicité pour des personnes qui ont des terrains, des personnes qui ne sont pas forcément lettrées, des analphabètes et tout. On va créer, personnaliser des pubs et on va les publier sur eux-mêmes leur page et sur notre page en diffusion directe avec une intelligence qui est ChatGPT, une version Google Sheet de ChatGPT. Il est 12h30, c'est le moment choisi par les responsables pour jeter un coup d'œil sur les travaux d'Anita et de ses camarades. S'il n'est pas auteur, il peut participer et ça sera affiché sur les utilisateurs qui veulent participer. Nous formons les étudiants et toute personne désireuse d'apprendre et d'avoir un impact sur la société avec les technologies du futur. Donc nous formons pour demain. Dans cet espace, l'heure est à la création, le partage, la diffusion et la transformation. Si l'iPhone a son e-Siri, ici, on parle d'Assistant Koné, une application made in Côte d'Ivoire qui a réponse à tout. Autrement dit, l'intelligence artificielle à l'ivoirienne. Bonjour. Adi Sagomo, Ablo Kofi Franck Mario, Abedi. Il veut service du moins les faits. Que sais-tu faire? Monsieur Bémier, Monsieur Kakanchaman Fo, Ablo Kofi Franck Mario, français quand, Fokon Swahili, Baouli, c'est nous fou, Bété, Ani. Donc l'assistant Koné me permet aussi de faire des recherches, me permet de faire des calculs. Par exemple, si j'ai des devoirs, je peux faire des recherches dessus, également comme Google. Donc à travers cet assistant-là, je peux apprendre également ma langue maternelle. Les innovations technologiques sont nombreuses dans cet institut et ce n'est nullement le fruit du hasard. Ce centre est dirigé depuis sa création en 1998 par l'inventeur du superphone, le smartphone made in Côte d'Ivoire, qui parle 1000 langues africaines et 50 langues ivoiriennes. Dr Alain Kapochichi est convaincu que dans ce nouveau millénaire, rien ne peut se faire sans l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans notre quotidien, aujourd'hui on parle de ChatGPT, c'est un outil qui est utilisé dans toutes les entreprises. Il faut préparer l'homme à utiliser cette machine-là pour créer des choses, pour pouvoir être capable de résoudre plus rapidement beaucoup d'autres choses. Avoir l'impression d'être quelquefois inutile vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est ce sentiment qui anime bon nombre de personnes hors des murs de cet établissement. Aujourd'hui, il y a des postes qu'on peut perdre parce que les robots vont remplacer des êtres humains dans certains domaines d'activité. Aujourd'hui, nous voyons même avec l'aide de l'Internet, il y a des métiers qui sont menacés. Donc je veux dire, l'innovation est une bonne chose, mais qui a souvent un petit goût amer. Les sceptiques de l'intelligence artificielle ne s'en cachent pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il est trop accéléré. Bon, avec la croissance de l'Afrique, là, et puis venir diminuer le taux du travail de nos parents, bon, c'est pas bon. C'est un danger pour la diffusion, parce qu'on ne peut plus faire d'efforts, on ne peut plus trop réfléchir. Donc vraiment, ça n'a pas sa place. On se rend compte aujourd'hui que par l'intelligence artificielle, des personnes qui sont recherchées pour exercer une activité sont laissées de côté par rapport à la performance de l'intelligence artificielle. Cela est en train de désagréger les fondements même de la société et cela m'inquiète beaucoup. Découverte, engouement, crainte, inquiétude, des sentiments suscités par l'avènement de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a de grands débats ici, même hors micro. Alors, M. Gwande, on vient de voir, il y a des craintes. Aujourd'hui, là, on parle de l'impact. Vous avez évoqué cet élément tout à l'heure. L'impact, selon vous, de l'intelligence artificielle dans notre quotidien.
L'impact aujourd'hui, il est de deux natures. Oui. Il y a un impact qui est positif. Oui. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'emploi. Je vous ai dit comment est-ce que cela facilitait la réalisation du droit à l'emploi. Dans le domaine de la santé, on a vu comment est-ce qu'à travers l'intelligence artificielle, on a pu développer des traitements plus poussés pour des maladies telles que l'Alzheimer, la schizophrénie. Et aujourd'hui, on voit aussi au niveau de l'éducation, dans certains contextes, comment est-ce que c'est des professeurs, on va dire, virtuels, des machines, qui aujourd'hui enseignent, donc qui facilitent le droit à l'éducation. Maintenant, le revers de la médaille, on a aujourd'hui l'intelligence artificielle que nous, on a en main tous les jours, qui est le plus basique. Les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous proposent des contenus très adaptés, des contenus personnels en fonction des données que nous entrons. Et là, il y a des risques en matière de droit à la vie privée. Qu'est-ce qui est fait avec nos informations? Les données. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, qui est une plateforme d'intelligence artificielle avec lesquelles on échange, qui nous donne vraiment accès à beaucoup de connaissances, accès à beaucoup d'informations. Et de l'autre côté, c'est des données que nous introduisons. Mais que deviennent ces données? Quels sont les risques que ces données-là n'atterrissent pas dans des mains qui ne sont pas, on va dire, pas forcément bien intentionnées, en fait. Monsieur Ouma, la question justement des données, c'est des données, on a vu tout à l'heure, certains parlaient de risques. Il y a aussi un côté positif selon les intervenants. Alors, quel est l'impact sur la société de façon concrète? Alors, tout à l'heure, le monsieur a parlé d'emploi. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes les études démontrent qu'il y aura plus d'emplois créés que d'emplois qui vont disparaître. Donc, il n'y a pas à se... Et de façon concrète, parce que quand on le dit comme ça, on est quand même... Je vais donner un exemple. Donnez un exemple concret. Ton métier, il date de combien d'années? Je dirais... De moins de 10 ans. De moins de 10 ans. Voilà, donc ça va se passer, ce sera la même chose. D'accord. Il faut accepter que le monde est en train d'évoluer d'une certaine manière. Vous pensez qu'on ne veut pas l'accepter? Je vois des ingénieurs de BTP qui ont peur de l'intelligence artificielle. Ça me donne froid dans le dos parce qu'en fait, leur préoccupation principale devrait être de pouvoir créer des routes là où on a l'impression qu'on ne peut pas créer. Et en cela, on utilise des programmes informatiques pour nous aider à trouver des solutions pour ces choses-là. Tout à l'heure, il a parlé de risques. Mais lorsque vous vous connectez à une plateforme d'intelligence artificielle et au-delà, n'importe quelle ressource informatique, la loi oblige les créateurs à vous prévenir de ce qui va se passer avec vos données. Pourquoi est-ce que on a peur quand on sait que c'est déjà écrit? Est-ce qu'on lit? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas? J'ai parlé des systèmes éducatifs. Ma question, c'est pas qu'on ne sache pas lire, qu'on sache lire. Je demande pourquoi on lit jusqu'à la fin. C'est pas une affaire d'éducation. Je vous repose la question. Pourquoi on ne lit pas ce qui est écrit quand on veut rentrer des données? C'est ça ma question. Mais c'est parce qu'on a des blocages cognitifs que le système éducatif nous a pas aidé à soulever. Je repose ma question. J'ai compris votre question, mais peut-être que ma réponse ne vous convient pas. Non, c'est pas qu'elle me convient, mais je reprends ma question. Moi, par exemple, je pense que je suis assise là. J'ai quand même un parcours qui est sans doute intéressant. Ça m'est arrivé, excusez-moi de personnaliser, il m'est arrivé de ne pas lire jusqu'à la fin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'éducation? Oui, bien sûr, parce que peut-être que votre éducation, qui vous a permis d'avoir de très bons diplômes, vous a emmené à minimiser ces textes-là. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de personnes hyper éduquées ou non éduquées. Je parle de priorité. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple, s'il s'agissait d'un contrat d'assurance, je suis convaincu que vous allez prendre le temps de lire parce que le système éducatif vous a emmené, vous a déjà préparé à ça. Mais pour quelque chose que vous avez l'impression qui n'est pas très important parce que c'est dans votre téléphone, vous dites, allez, je fais OK et puis ça, c'est une impression. Je vais demander à M. Gwando ceux qui n'en peuvent. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est que votre impression. C'est votre impression. Dit ainsi, c'est tellement beau à voir, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines plateformes qui nous laissent vraiment le choix d'accéder ou pas à nos données, par exemple, sur notre téléphone? Il y a des sites aujourd'hui, quand vous voulez lire une information, on dit activer pour les cookies. Quand vous refusez, vous n'avez pas accès à l'article. Quelque part, on vous oblige, en quelque sorte, à activer. Alors que quand vous activez, mais ça leur donne accès directement à toute votre vie privée dans votre téléphone. Donc, il y a ces risques et c'est de ça qu'il faut parler, en fait. Je dois entendre le sociologue. Quand on vous donne le choix,
C'est oui ou c'est non. Alors, je voudrais entendre le sociologue là-dessus. Docteur. Je pense que l'impact chez nous, c'est dans l'enseignement, c'est dans l'éducation. Oui. Et je pense que c'est mondial. Aujourd'hui, les 3 secteurs qui sont ciblés à risque, c'est la santé, l'éducation et l'opinion publique. Pourquoi? Cette capacité à fabriquer n'importe quelle information et à la rendre aussi vraie que possible, soit par les photos, soit par les discours et les dialogues. Parce que déjà, la base de données elle-même, personne n'a la traçabilité des producteurs de l'information. C'est un maillage d'informations ramassées partout. Est-ce que vous voyez? Alors que dans le cheminement intellectuel de base, c'est que quand on va vers la vérité, il faudrait savoir qui produit le discours ou qui produit l'information. De telle sorte que la légitimité ou la légitimation de l'information parte de la production de base. C'est pour ça que je pense qu'un technologue qui voit l'intelligence artificielle et des gens comme nous, c'est totalement différent. Totalement différent. Parce que moi, je ne vais jamais fabriquer de sociologue à partir de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la société est une chose très sérieuse depuis que le monde est monde. Et à un moment donné, quand on a l'impression que la société n'a pas un retour réflexif sur elle-même, il y a forcément problème et danger. Et c'est parce que la société, ce n'est pas quelques-uns, 5 ou 10% qui comprennent quelque chose et 95% qui n'ont qu'à courir ou bien qui sont analphabètes ou bien qui vont être alphabétisés plus tard. Nous faisons le vivre ensemble, nous faisons socius ensemble, nous faisons société ensemble et la technologie doit pouvoir être à notre service à tous. Franck, donc la technologie doit être à notre service. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, la technologie doit être à notre service. Mais voici l'intelligence artificielle, elle doit être à notre service. Elle ne doit pas nous dominer. Il y a quelque chose qu'on oublie. Lorsqu'on a vu l'élément à la télé, il y a énormément d'ignorance. Ce n'est même pas de la crainte, c'est de l'ignorance. Ils n'ont jamais utilisé, que ce soit ChatGPT, utiliser l'intelligence artificielle, parce que l'impact de l'IA sur, par exemple, l'éducation. Aujourd'hui, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a des villes où il n'y a même pas d'enseignants. Vous savez qu'à partir de l'intelligence artificielle, on peut former ces enfants-là. Dans ces villes de l'intelligence. Est-ce que ce n'est pas contrôlé? Parce qu'on les forme, derrière, il n'y a pas un contrôle par rapport au contenu. Qui rentrent dans ça reste encore une machine, c'est une technologie. Donc toutes les données qui rentrent dans l'intelligence artificielle sont des données qui sont écrites et des prompts qui sont donnés par des hommes, des êtres humains. Mais c'est des êtres humains, c'est vous et moi. Non. Vous êtes sociologue. Aujourd'hui, si vous devez enseigner à l'université de Bouaké et que vous n'êtes pas disponible, vous pouvez mettre en place toutes vos données, tous vos cours. Vous permettre aux gens... S'il vous plaît, c'est ce que je disais. Ma question que je vous ai posée, j'ai dit, le contenu, il est contrôlé. Le contenu, il est contrôlé. C'était ça ma question. C'était ça ma question. Il y a une forme d'ignorance vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On est là pour faire un plaidoyer et en parler. Personne n'est obligé de se connecter à ChatGPT. Personne n'est obligé de se connecter à Facebook. Ces applications, ces technologies-là, vous pouvez les créer pour vous-même à la maison, vous pouvez les créer pour vous-même à l'école, les contrôler, décider de ce qui entre dedans, de ce qui en ressort. Vous prenez les pays comme la Chine, le leadership contrôle tout ce qui est géré par les technologies. Ça, c'est un choix. C'est son choix. Ici aussi. C'est un choix. Si vraiment telle est notre préoccupation la plus importante, on peut le faire. Il y a des écoles, j'ai parlé tout à l'heure de Harvard en ligne. Harvard va introduire un enseignant sous une intelligence artificielle en tant qu'enseignant pour CS50, qui est le cours le plus connu de Harvard. Ce n'est pas pour... déshumaniser et récupérer le travail de quelqu'un, mais c'est pour permettre à certaines personnes qui peut-être avaient du mal Donc c'est un atout pour vous. C'est un atout à ce niveau. Mais c'est bien sûr. Oui. À la base, c'est créé pour être un atout, mais comme n'importe quel outil, un mauvais usage va créer un danger. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et pour qu'on ne puisse pas tomber sous ces dangers-là, il faut ouvrir l'esprit, apprendre, découvrir. Et quand on sait de quoi il s'agit, on peut mieux se préparer. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on est là. Oui, monsieur Gwandu. Voilà. En fait, on est tous d'accord que l'intelligence artificielle est d'un apport considérable à tous les niveaux de la vie. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Donc, je sais que la COVID-19 nous a mis, par exemple, au défi
d'enseignement dans des contextes où forcément il n'y a pas d'être humain qui soit présent quelque part. Oui. Voilà. Et donc, c'est des phénomènes ou des situations qui nous rappellent combien de fois on a des efforts à faire pour intégrer de tels systèmes, pour faciliter, par exemple, le droit à l'éducation. Je pense que c'est très bon. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on est en train de répondre à la préoccupation des gens qui ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas, sur la RTI, parce qu'ils n'ont pas l'information. Ça, c'est la première des choses. Les gens ont peur aussi parce que souvent, on n'a pas l'impression que l'humain reste au cœur de la chose. Tout le monde, est-ce qu'on va dire à quelqu'un ne va pas sur Facebook parce que si tu vas là-bas, tes données sont exposées? Non. On va chercher d'abord à encadrer les mouvements de la personne sur Facebook, de sorte rassurer que la personne, les informations qui sont mises sur Facebook ne seront pas utilisées par d'autres personnes malveillantes, en fait. Et c'est là où on salue les efforts de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'en 2013, on a la loi sur la cybercriminalité. Tout à fait. On a la loi sur la PLCC. On a la loi sur la protection des données à caractère personnel. Absolument. Voici où la Côte d'Ivoire a de très bonnes avancées. Et lorsque vous avez un problème de ce genre, là, vous pouvez saisir la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Tout à fait. Voici des aspects. Donc, c'est ces informations-là que je pense qu'il faut donner à la population pour satisfaire aussi le droit à l'information, en fait. Franck, vous vouliez réagir? Non, moi, je pense qu'effectivement, c'est très bien ce qu'on dit. Mais le problème fondamental, c'est comment donner accès à la jeunesse ivoirienne, africaine, à l'outil de l'intelligence artificielle. Parce que ça va révolutionner, et ça révolutionne déjà ailleurs. Et nous, en Afrique, j'ai l'impression qu'on est dans des débats qui vont nous rester... On est sur la traîne encore. On reste encore à la traîne. Encore une fois, c'est une impression. Je pense que là, on est en train de débattre. Il y a M. Eouma qui est un expert. Vous-même, vous êtes un consultant marketing reconnu. De l'intelligence. L'IA, vous êtes vous-même, au niveau des droits de l'homme, mais utilisateur aussi de l'IA. Vous aussi, et moi aussi. Mais on veut comprendre nous, chez nous, en sociologie. C'est vrai que ceux qui ont le plus bénéficié de l'IA au départ, ce sont les enseignants. Les capacités à faire les thèses à distance. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai fait ma thèse en 91. Mon directeur de thèse était aux États-Unis. C'est pour dire que nous, on en a toujours bénéficié. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Les cours en ligne, ça, c'est le minimum. C'est contrôlé, c'est encadré. C'est juste du présentiel. Ça, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais déjà cette année, l'étudiant met 2 mots, sa dissertation est traitée. Il met 2 mots, c'est là où vous rentrez dans l'utilisation. Vous êtes en train de faire un plaidoyer pour la découverte, l'apprentissage et la soumission. Mais nous sommes déjà dans un impact réel où déjà les gens prennent les raccourcis. Ils commencent à tricher, c'est aussi la réalité du pays. Je pense que c'est moi qui me préoccupe. Attends, excusez-moi. Si les étudiants utilisent pour résoudre des exercices, c'est parce que ces exercices-là ne sont plus d'actualité. Mais excusez-moi. Là, c'est une. Là, je sais que c'est choquant. Non, mais c'est pas. Non, excusez-moi. Allez-y. Je ne vous ai pas dit que c'est choquant. Je vous dis juste que c'est une affirmation. Il y a un professeur. Gratuite. Il y a un professeur qui est là. Pour dire qu'un exercice en sociologie est dépassé. Je pense que je ne vais pas parler de sociologie. Non, mais c'est de ça que moi je parle. Je parle des exercices parce que même moi, je suis formateur. Je demande à mes apprenantes d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes. D'accord. Parce que dans 2 ans, quand elles iront chercher du travail, c'est de ça qu'il s'agira. Si vous faites faire des maths à un enfant sans qu'il comprenne que c'est quelque chose qu'il va utiliser pour faire des ponts, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire des doctorants en mathématiques qui font des grèves. Ça, c'est encore une caricature. Mais écoutez, moi, je vais prendre une question. Vous prenez tout pour caricature. Non. C'est-à-dire qu'on n'y est même pas. Et vous parlez de grève. C'est ça la caricature. Ah non, c'est parce que je me projette. Non, c'est ça. Mais c'est une caricature. Je vais vous poser justement une question parce que je pense que là, vous avez une bonne inspiration. Alors, Monsieur Eouma, il y a une question qui nous vient d'Aimé Komwe. L'intelligence artificielle ne fait-elle pas l'apologie de la paresse intellectuelle? Comment ça peut faire l'apologie? C'est une question que Komwe a posée. C'est non, justement, parce que je viens de donner un exemple. Oui. Je prends le cas de ce que nous faisons comme formation. D'accord. Avant l'avènement de l'intelligence artificielle générative comme elle est actuellement, on faisait les cours comme tout le monde. Quand cette innovation est apparue, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on insère dans nos parcours. Et on a compris qu'il fallait modifier les cours. Dans un premier temps, il fallait former les formateurs pour qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle pour définir leurs cours, pour définir les objectifs et les parcours des étudiants, pour
qui vont s'aligner sur le marché, ce qui est demandé sur le marché, dans les 3, 5, 10 prochaines années. Oui. Et partant de là, les étudiants maintenant, et les apprenants sont autorisés à utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes parce que c'est dans l'air du temps. Alors, si on décide que l'intelligence artificielle fait l'apologie de la paresse... C'est une question qu'il a posée. Non, je fais une démonstration, hein, si vous permettez. Bien sûr. Si on décide que ça fait l'apologie de la paresse, je vous ramène en 1960 ou 1950 face aux comptables qui étaient frustrés face à l'avènement de Excel et des tableurs. Ouais. C'était la même chose. On se disait, mais attends, la comptabilité, c'est des cahiers, il faut tenir des registres. Et on va pas s'amuser à donner les données, l'argent, entre guillemets, hein, parce que c'était ça le truc. L'argent aux machines, parce que c'est des machines qui, des fois, s'arrêtaient. Mais c'est une progression. C'est un groupe de personnes qui avaient compris que si on faisait bien, les machines allaient nous aider à mieux faire cette comptabilité. Aujourd'hui, presque tous les comptables, peut-être même tous les comptables du monde, utilisent des machines pour faire leur travail. D'accord. Donc on est d'accord, en vous écoutant, il y a une évolution, on s'adapte, il y a une évolution, on s'adapte ou on anticipe, il y a une prospective, on est d'accord là-dessus. Mais pour répondre à la paresse. La paresse intellectuelle. Allez-y, elle était adressée à M. Eouma, mais je vous la pose. Parce que si l'élève utilise l'IA pour résoudre son devoir, l'objet ici, c'est dans l'intérêt du professeur d'utiliser aussi l'IA pour corriger le devoir. Produire le devoir, effectivement. Parce que l'IA vous permet de détecter si ce document a été conçu d'une intelligence artificielle. Et il peut aussi la corriger. Et ce ne sont pas les mêmes capacités qu'on doit évaluer aujourd'hui. Alors, qu'on évaluait il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose qu'il faut. Mais ce n'est pas un dialogue entre tous les deux. Là, vous vous retrouvez entre vous, mais ce n'est pas un dialogue. On est tous les quatre. Je vais passer la parole à M. Gouandou, s'il vous plaît. Voilà, en fait, nous, sur la question, parce qu'effectivement, c'est l'un des défis. Avec le développement de l'intelligence artificielle, quelle est la place de l'homme ? Quel est l'impact sur les capacités cognitives de l'individu? Parce que là, on est en train de parler d'un élève à qui on a appris une méthodologie, à qui on a appris la capacité de raisonner. Et l'élève met à côté tout ce qu'il a appris et il introduit son sujet juste dans l'intelligence artificielle qui va lui donner des éléments de réponse. Et on est en train de nous dire que dans ce cas, le professeur devra concevoir son sujet à travers l'intelligence artificielle. Donc finalement, je suis en train de me demander, mais ce sera quoi l'objet de l'apprentissage? Est-ce que l'individu qui est là est en train d'apprendre quelque chose? Permettez-moi de terminer. Allez-y. En fait, la question qui sont posées ici parle d'abord des questions d'intégration même de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. C'est-à-dire, on intègre cela comment? Quel est l'objectif qu'on vise? Si on est en train d'intégrer aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le système éducatif, quand on l'intègre comment? Est-ce qu'on l'intègre pour que l'élève qui est là se passe d'apprendre pour utiliser la machine et puis lui-même, individu, il ne peut plus rien faire en dehors de la machine? Mais comment est-ce qu'on intègre cela? Et puis, il y a des questions, comme je le disais tout à l'heure, il y a des questions d'égalité. Aujourd'hui, si je permets à l'élève qui est ici à Abidjan d'utiliser l'intelligence artificielle, est-ce que l'élève qui se retrouve à tous les pleux, quelque part là-bas, peut aussi utiliser l'intelligence artificielle, même s'il est brillant? C'est des questions qu'il faut intégrer, qu'il faut prendre en compte, même si on va intégrer l'intelligence artificielle, faire en sorte que les élèves soient tous sur le même pied d'égalité. En tout cas, c'est notre préoccupation. L'intelligence artificielle, avant passe la parole à Franck et à professeur et à docteur, pardon, à M. Oumar. Le gouvernement est en train de travailler justement, il travaille sur l'intelligence artificielle et apparemment au niveau de l'éducation nationale, c'est une question qui est traitée. Donc, vous vouliez dire quelque chose rapidement parce que j'ai des questions à poser. C'est ce qu'il vient de dire, moi je viens de l'apprendre ce soir parce que pendant que toute la terre entière est en train de réfléchir sur le défi des dérives de l'IA dans l'éducation, lui nous donne déjà la solution en disant que comme ils vont y aller, nous on prend aussi là-bas, on corrige. Bon, cette expérience, je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, après on va s'y intéresser. Mais c'est pour lui dire que le débat n'est pas nombriliste en fait. Le débat est mondial puisqu'on parle de réglementation mondiale. Et les secteurs sont les mêmes.
éducation, santé, opinion publique. On n'invente rien. Moi, je ne prêche pas pour moi. Je suis un témoin de mon temps. Et en tant que témoin de son temps, quand nous sommes interpellés, comme il a dit, nous sommes interpellés globalement. Nous sommes interpellés comme des gens qui vivons ensemble. Sinon, on peut traiter toujours... La technologie a toujours évolué, a fonctionné en marge. Ce que nous disons là, si vous allez dans le domaine militaire, vous ne pouvez même pas, vous n'avez aucune idée des développements qui ont été faits, les applications jusqu'aux sous-marins, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est toujours de manière de proche en proche que ça se passe. Et avec le minimum de casse sociale possible. Parce qu'il ne faut pas décréter des élites qui auraient tout compris, qui iraient... Non, ça, je ne pense pas que ce soit un respect pour la société dans laquelle et qui vous a produit et dans laquelle vous vivez. Moi, j'ai une question pour tous les quatre. On a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation. Alors, l'intelligence artificielle, entre les mains, puisqu'elle peut tout faire, entre les mains obscures, est-ce qu'elle peut provoquer, par exemple, je prends un cas concret, une panne d'électricité? Elle prend possession du système. Il n'y a aucun programme informatique qui fait les choses de lui-même. Ce sont des hommes qui utilisent le programme pour arrêter l'électricité. Comme n'importe quel être humain pourrait prendre son doigt pour arrêter l'électricité avec l'interrupteur. On peut le faire à distance avec un programme informatique connecté à un dispositif qui va lui déclencher une action à distance. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est l'homme qui est à la base. L'homme qui est à la base. L'homme qui est à la base. Alors, est-ce que, justement, vous êtes très connecté informatique, et vous également, la question des hackers, vous avez parlé de la cybercriminalité, la question des hackers, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas justement encore faciliter la vie bien sûr. Aux hackers? Bien sûr. C'est pour cela que nous devons tous comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il faut se prémunir. Et pour pouvoir se prémunir, je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir se prémunir de ces dangers-là, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc le leadership, c'est comme un père de famille qui explique à ses enfants que quand on te parle dans la rue, que tu ne connais pas la personne, il ne faut pas répondre. Quand on vient sonner à la porte, que tu ne connais pas la personne et qu'il n'y a pas de rendez-vous, on n'attend pas quelqu'un, il ne faut pas répondre. Et c'est un travail de fond. Aujourd'hui, c'est devenu la base de l'éducation. Je le dis, peut-être que je suis futuriste, mais regardez vous-même. C'est pas un reproche. Voilà, votre émission sera plus vue grâce au numérique. C'est-à-dire que tous les êtres humains, aujourd'hui, ont quelque chose qui est connecté au numérique. Même quand ce n'est pas la personne elle-même qui est connectée, c'est dans le village, celui qui est connecté qui donne les nouvelles aux autres. Donc, c'est devenu très important de faire comprendre aux gens comment les technologies fonctionnent. Et quand les gens savent comment les technologies fonctionnent, à la limite, on n'a même pas besoin de leur parler des dangers, parce qu'ils arrivent à s'auto-réguler. L'être humain est très intelligent. Individuellement, nous sommes super intelligents. Mais quand on n'a pas accès à certaines informations et que d'autres ont accès à ces informations, comme les hackers, ils deviennent une très grosse menace pour nous. Aujourd'hui, il est très facile de prendre l'image d'une dame et la voix d'une dame et de faire un live. Mais je pense qu'il y a eu un cas comme ça entre Trump, on a pris sa voix, c'était un fake, un deep fake en réalité. Donc c'est pour dire jusqu'où ça va. C'est un ancien président des États-Unis. Mais moi je voudrais entendre Monsieur Gwandeu, et puis tous les quatre d'ailleurs, sur... On parle des atouts et des risques. Quelles sont les limites en réalité de l'intelligence artificielle? Parce qu'on nous suit, on veut comprendre quelles sont les limites qui garderaient une place à l'homme ou pour l'homme. Merci beaucoup madame. Effectivement, parce que quand on parle, tout à l'heure, quand j'écoutais un peu les techniciens parler, on a entendu dire que c'est des données, d'abord, qui sont introduites dans une machine, et cette machine-là va apprendre, et cette machine-là va s'adapter, et cette machine-là va, comment on appelle ça, développer d'autres compétences dans son fonctionnement. Mais là où nous, on est quand même, c'est des choses... qui ont leur avantage, on l'a dit. Maintenant, de l'autre côté, quand on introduit des données dans une machine et que cette machine doit apprécier d'elle-même des choses, alors qu'on sait qu'un appareil peut avoir forcément des problèmes, il peut avoir à un moment donné des bugs, il peut avoir à un moment des soucis. Vous avez les termes en termes de panne qui peuvent intervenir dans le fonctionnement d'une machine. À partir de ce moment, quand une machine, par exemple, doit décider de qui on choisit comme candidat
pour un emploi, parce qu'aujourd'hui, les choix se font comme ça. Très souvent. Pour les visas depuis très longtemps. Voilà. Vous allez voir qu'il peut aussi avoir de la discrimination. Ah, bien sûr. Voilà, sur la base de données qu'on a introduites ou sur la base de problèmes qui sont intervenus dans la machine. Donc, voici les risques éventuels. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ces risques-là soient pris en compte dans la législation, ces risques-là. Le développement même de ces outils-là prennent en compte comment on appelle l'homme, et qu'on se dise, il est possible d'avoir ce genre d'erreur-là pour que l'homme soit toujours à côté même du fonctionnement de cette machine, pour l'appréciation définitive des choses, en fait. Alors, il y a des questions, hein, ça suscite beaucoup de questions. Thomas Debo nous parle de ses enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 2 à 10 ans qui ont une maîtrise des smartphones. Je pense qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et selon lui, la maîtrise est très surprenante. Donc, vous comprenez qu'ils sont quand même très aguerris, 2 à 12 ans. Alors, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur ces enfants? Je reviens à quelque chose de très fondamental. Ces enfants-là n'ont pas une si grande maîtrise. Ils savent utiliser quelques fonctionnalités. Thomas Debo dit qu'ils ont une maîtrise. Si vous me laissez terminer, peut-être que vous allez comprendre. Non, mais c'est ce que lui dit. Donc, c'est relatif à lui. Mais c'est sa liberté aussi. Justement, c'est relatif à lui. Et j'essaie maintenant de vous expliquer que la plupart des enfants peuvent rapidement prendre en main l'outil technologique. Mais c'est très limité dans leur usage. D'accord. Ils peuvent facilement manipuler des jeux, parce que c'est fait en fonction de leur esprit. Oui. Ils peuvent manipuler des applications de vidéo. Oui. Ils peuvent manipuler des applications de réseaux sociaux. Par contre, si vous leur demandez de résoudre un problème dans le cadre du journalisme, ils auront du mal. Chaque parent a la capacité et la possibilité de mettre le contrôle parental qui verrouille presque tous les usages que je viens d'expliquer là, de sorte à ce que le smartphone en question ne devienne qu'un outil d'éducation. Et c'est la responsabilité du parent. Cette responsabilité-là, on a la pleine mesure lorsqu'on prend quelque temps pour comprendre, quand on achète un appareil, pour lire la notice, parce que tous les constructeurs sont dans l'obligation de mentionner ces choses-là dans les appareils. On n'achète pas un appareil et on met dans la main des enfants. J'ai une question rapidement, et puis on va passer au troisième thème qui nous intéresse également, ce sont les élections. Alors, Antonio Guterres a dit jeudi aux Nations Unies, il dit ceci: le développement de l'intelligence artificielle, ou IA, pour le bien de tous, nécessite des garde-fous fondés sur les droits de l'homme, la transparence et la responsabilité. C'est signé Antonio Guterres. Commentaire rapidement. Docteur. Non, je veux dire que moi, ça ne me surprend pas parce que l'inquiétude, elle est mondiale. L'inquiétude dit depuis 40 ans. Et aujourd'hui, les développements même qu'on voit sont plus effrayants que ce que les gens imaginaient. Monsieur Ouman. On n'a pas attendu... Oui, allez-y. Je m'exprime en fonction de ce que je comprends. Allez-y. On n'a pas attendu ce type de déclaration. Les technologistes ont annoncé depuis très très longtemps, ont invité depuis très très longtemps les leaders politiques mondiaux à s'asseoir pour la régulation des laboratoires de recherche. D'accord. C'est seulement récemment que quelques leaders ont commencé à se manifester. Donc c'est le résultat que vous voyez là. Sinon, les premiers constructeurs, les personnes qui ont fait de la recherche depuis très très longtemps ont toujours interpellé le leader pour leur faire comprendre que nous sommes en train de travailler sur quelque chose qui est très puissant. Ça signifie que de l'autre côté aussi, en parlant de pays, en parlant de régions du monde, il y a des gens qui font ce type de travail et donc il est important de s'asseoir pour réguler. S'asseoir pour réguler, dit M. Eouma. Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout à fait raison. Il faut s'asseoir pour réglementer l'usage de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la société. Je pense qu'ailleurs, c'est en train d'être fait. Je ne sais pas encore pour la Côte d'Ivoire, mais ailleurs, c'est en train d'être fait. Discussions. On suit les débats. On voit qu'il y a, par exemple, dans certains pays, que sont en Italie, même en Chine, il y a des réglementations sur le temps d'utilisation, les sites disponibles pour les différentes catégories. Et il y a énormément de choses qui sont faites pour vraiment utiliser de façon plus efficace cet outil-là. Donc, le bien-être de tout le monde. Vous êtes d'accord avec monsieur? Non, je suis tout à fait d'accord. Le bien de tous. Le bien de tous. Oui. Encore une fois, je vais utiliser la citation du sociologue: la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ici, c'est pas la solution, l'outil, le problème. C'est les personnes. Donc l'éthique et la transparence doivent être enseignées aux êtres humains, aux constructeurs, aux personnes qui vont utiliser ces outils-là. Monsieur Gwando, je voulais juste rebondir, je veux vous entendre, mais il parle des constructeurs, donc en question de responsabilité. Est-ce que derrière,
il y a des gros business. Est-ce que la responsabilité peut intervenir en ce qui concerne les constructeurs également? Oui, la responsabilité peut intervenir en ce qui concerne les constructeurs et en ce qui concerne, par exemple, les entreprises et les gouvernements qui intègrent l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement. C'est là où le thème que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies utilise est intéressant. La transparence. Il a parlé une approche de responsabilité. Et une approche participative. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand nos gouvernements, quand les entreprises doivent intégrer l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, les utilisateurs, la population qui utilise, qui sera la cible d'un produit, d'une publicité, jusqu'à quel niveau cette cible est informée, est associée à la mise en place de tout ce processus. Voilà nous, notre préoccupation. C'est en même temps une recommandation qu'on fait à l'endroit de nos gouvernements, à l'endroit des entreprises. On intègre l'intelligence artificielle, mais il est aussi bien d'informer les utilisateurs, d'informer aussi les populations sur... Il est bien d'informer les populations, et les populations, justement, elles veulent aussi vous entendre et entendre ce que vous pensez sur les élections, parce que l'intelligence artificielle, la question, elle est celle-là, peut-elle influencer des élections? Et nous savons que le 2 septembre prochain, la Côte d'Ivoire organise des élections régionales et locales. Nous suivons ce micro-trottoir et messieurs, on se retrouve par la suite. L'intelligence artificielle peut, par le réseau, par les différents réseaux, c'est-à-dire Facebook, Internet et consorts, s'ingérer déjà pour connaître déjà le nombre de personnes déjà, c'est-à-dire la population qu'il y a déjà dans un pays. Vous êtes d'accord avec moi que même les élections, c'est de façon numérique que ça se passe. Donc s'il y a s'ingère déjà dans le réseau, l'IA peut avoir une influence. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes capables au fait de faire des prédications, donc au fait de prédire au fait ce qui peut arriver ou pas. L'intelligence artificielle peut permettre au fait de savoir que, au fait, avec toutes les informations qu'ils ont sur moi, de faire un rapport et de prédire au fait que je serais capable au fait de peut-être voter pour lui si on me montre peut-être une telle publicité, si on me montre une chose comme ça, des critères et tout. C'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux des votes, notamment les votes électroniques, qui ont été manipulés parce qu'il y a un logiciel qui permet de manipuler le vote, notamment électronique. Alors si l'intelligence artificielle rentre en jeu de ce point de vue-là, je dis oui, il faut faire attention parce que les résultats peuvent être manipulés exactement comme on peut manipuler la voix de quelqu'un et faire passer quelqu'un pour un autre. Ici, vous faites allusion aux élections locales qui arrivent en Côte d'Ivoire. On est très loin encore de cette possibilité-là. Alors, messieurs, on parle des élections à venir, mais surtout, est-ce que l'intelligence... Merci d'abord à David Soyo et Ibrahim Touré. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut influencer les élections? Docteur. Bien, peut-être, si j'ai une seconde, je pourrais revenir sur l'aspect réglementaire. Une seconde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand les étudiants ont tenté de traiter les devoirs de droit, il n'y a qu'en droit où les gens ont pu rapidement se rendre compte. Parce que quand ils ont dit article 1800 alinéa tant, IA a sorti quelque chose, mais qui n'avait aucune traçabilité par rapport aux références juridiques. Donc c'est pour vous dire aussi qu'on ne peut pas parler de régulation, de réglementation comme ça. Sauf si on nous dit qu'il y a aussi une réglementation qui peut nous permettre que le droit aille vite. Sinon, en général, le droit a toujours un temps de retard sur les faits sociaux, à plus forte raison sur la technologie. Donc, comment est-ce que le législateur lui-même sera assez averti, avait fait une loi adéquate? Je pense que le monde entier se pose la question. Absolument. Maintenant, revenons aux élections. L'influence, cela fait au moins 30-40 ans qu'on en parle. Hein. On se dit que chaque fois que les gens auront accès, c'est pour ça que jusqu'à présent, le vote électronique est très difficile. Parce que les gens... Pourtant, il marche parfois. Bon, les tablettes, les ceci, les cela, je connais, enfin, par expérience, il y a beaucoup de réticences dans tous les pays pratiquement. Vous voyez que même les élections entre Trump et... Voilà, donc c'est pas... Il n'y a aucune confiance totale dans l'affaire. Tout le monde parlera de manipulation. Mais je veux dire que c'est... En tout cas, concernant les élections, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Vous pensez... En tout cas, pour que les candidats acceptent. Parce que quand on dit élection, ce n'est pas l'outil qui fait problème. Ce sont les hommes autour qui acceptent tous de se faire confiance et de faire confiance à l'outil qui est utilisé et qui va le manipuler. Mais si c'est validé, est-ce qu'il faut avoir une crainte de l'apport ou l'influence de l'intelligence artificielle? Et peut-elle vraiment influencer
des élections, M. Ehouma? L'intelligence artificielle peut effectivement influencer les élections. On l'a vu déjà, c'est l'outil informatique. Oui. On a vu avec les réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir sur le cas de Facebook et de Trump. Absolument. Mais moi, là, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, l'électeur peut en savoir plus sur son candidat, peut en savoir plus sur les candidats. Avec l'intelligence artificielle, on a par exemple des outils qui permettent de déterminer si ce qu'on recherche soi-même, c'est-à-dire de manière personnelle, est-ce que ce qu'on recherche est aligné avec ce que le candidat en face dit. Donc il y a ces outils-là qui existent, donc j'en parle parce que ça peut peut-être aider les populations pour qu'elles puissent savoir si leur candidat leur convient. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les populations. Concernant les manipulations, comme l'a dit tout à l'heure l'étudiant en cybersécurité, au-delà de l'intelligence artificielle, l'outil informatique est très puissant pour aider les gens qui ont envie de faire de mauvaises choses pendant les élections. Donc c'est vraiment pour les aider. Sinon, elles-mêmes, elles ont ces intentions-là. Donc on peut aujourd'hui... Ça, c'est encore une affirmation, M. Ehouma. Je veux dire, les manipulations ont existé bien avant l'outil informatique, les élections bien avant l'avènement d'Internet. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est très facile de prêter des propos à un concurrent, par exemple. Donc il y a un danger potentiel. Il y a éventuellement, mais... quand on utilise, tout à l'heure j'ai parlé de ce que les citoyens peuvent en faire. Donc si les citoyens en font déjà un bon usage, ils sauront comment consommer les informations qui viennent des candidats. Franck, je voudrais vous entendre là-dessus. Déjà, il y a deux niveaux. Donc lorsqu'on dit que l'intelligence artificielle peut influencer les élections... C'est une question. Oui, c'est une question. Je vais répondre à deux niveaux. Donc déjà, on suppose qu'il y a une commission indépendante qui organise les élections. Elle va utiliser cet outil-là. L'outil en lui-même ne peut pas décider de qui va gagner. Donc c'est la commission qui est censée être indépendante qui va... Elle est indépendante. Non, je parle d'un cas général. Elle est indépendante. Et donc on conçoit qu'elle est indépendante. Elle va utiliser un logiciel qui n'a pas de priorité, qui n'a pas de biais. Parti pris. Et donc, si on est dans ce cas de figure, il n'y a pas vraiment un cas échéant où il y aura vraiment une manipulation ou quoi que ce soit. Maintenant, si les personnes de nature ont des intentions malfaisantes, ils peuvent programmer le logiciel de telle sorte à ce qu'il sélectionne un candidat. Bien sûr. Donc ici, moi, je pense qu'il faut faire la sensibilisation des personnes et non de l'outil. Voilà. Voilà. C'est vrai. On vient d'entendre comment l'intelligence artificielle peut à la fois faciliter la réalisation du droit au vote et en même temps, quelque part, aussi compromettre des élections transparentes, en fait. Voilà, et c'est là où, donc ce que nous disons, on l'a dit tout à l'heure, c'est que même lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, faisons en sorte que l'homme ne soit pas loin, pour que l'homme ait une appréciation de ce qui a été fait par l'intelligence artificielle, de sorte à aussi donner confiance à la population qui peut-être pour éviter toutes sortes de suspicions. Voilà vraiment les éléments que nous, on souhaite relever sur cet aspect-là, en fait. Mais justement, vous avez, au niveau du Conseil, vous êtes engagé en termes de sensibilisation des populations pour toutes les élections. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle ou l'informatique, ces éléments vont faire partie de vos éléments de langage? Bien sûr. Madame la Présidente, Madame Namizata Nsangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme, elle met un point d'honneur sur cet aspect-là. Comment est-ce qu'on informe les populations d'abord sur le droit? Comment est-ce qu'on informe aussi les populations sur les risques et en même temps les avantages à utiliser les plateformes numériques pour s'informer sur des questions d'élection? Parce qu'on est dans des contextes où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Comment est-ce que les populations font pour trier les informations qui sont justes des informations qui sont fausses? Comment elles arrivent à faire la part des choses? Comment est-ce que les populations même doivent se comporter en temps d'élection? Comment les populations même doivent faire attention pour chercher à savoir qui est derrière telle information ou telle information que je lis sur les plateformes? C'est un combat dans lequel le CNDH s'est engagé depuis longtemps. Et cette année, on l'a déjà commencé ici à Abidjan et dans toutes nos 31 commissions régionales de la Côte d'Ivoire. Alors,
Docteur, Monsieur Egouma, et je vous entends aussi là-dessus, Franck, c'est vrai, on parle des réseaux sociaux, intelligence artificielle. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut... La voix, on peut prendre ma voix, alors que je ne suis pas là, et on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes en période de sensibilisation sur des élections apaisées, transparentes. Est-ce qu'il y a, selon vous, un mécanisme qui pourrait permettre justement à cette intelligence artificielle de prévenir des discours de haine, de violence et de faux résultats? Parce que c'est très souvent quand il y a des résultats qu'il y a des problèmes. Comment on fait avec l'intelligence artificielle, justement? Bon, moi, je pense que peut-être que ce serait la partie noble de l'outil. Sinon, globalement, l'homme, c'est du comportemental. Celui qui veut nuire, celui qui veut manipuler, celui qui veut dire qu'à tout prix il aura gagné, celui qui veut salir les autres, ça c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas réformer le comportement de vieux politiciens d'il y a 40, 50, 60 ans juste avec un outil. L'outil peut toujours venir avec sa neutralité. Et ce serait même bien qu'il vienne avec une neutralité comprise par tous, comme il le disait. Oui. Là, ça va nous mettre tous à l'abri de dire que c'est un jeu à somme nulle où le meilleur gagne. Oui. Et soyez dans des programmes propres, ne soyez pas dans l'invective, parce qu'à l'arrivée, il y a toujours des innocents qui perdent leur vie, il y a des jeunesses, etc. Donc je pense que si l'outil peut nous aider dans tout ce qui est valeur comportementale, transparence, etc., je pense que ce sera une bonne chose. Mais ne rêvons pas que l'outil va venir créer le propre dans la poubelle. Le propre dans la poubelle. Docteur, Monsieur Egouma, alors en 2009, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, on parle d'intelligence artificielle, mais vous faites aussi de la formation, de la sensibilisation, et vous avez mis sur pied, vous confirmerez ou infirmerez, Akendewa. C'est cela? Voilà, alors c'est qui est en lien avec les élections. Alors, de votre côté, comment vous pensez pouvoir justement sensibiliser avec un outil que vous avez au-delà d'Abidjan, etc. Comment vous pensez pouvoir le faire pour des élections apaisées, justement, le devoir citoyen, encourager les uns et les autres à aller voter, puisque cette initiative, elle existe? Alors, juste un petit rectificatif. Akenewa n'a pas été créé pour des élections. Donc, on a eu des projets, on a eu des programmes. Quel est en lien avec quoi? Akenewa, c'est juste pour éduquer la population aux bons usages des technologies. Oui. Donc, de 2009 à maintenant, on a eu plus de 27 projets. Et parmi ces projets-là, il y en a quelques-uns qui concernent les élections. C'est de ça dont je parle et que dans mes recherches, j'ai trouvé élections. C'est pour ça que j'ai extrait élections du reste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez trouvé ces informations sur le web, vous avez pu voir comment est-ce qu'on a utilisé les technologies pour aider les gens en situation pendant la crise, c'est-à-dire crise électorale et même post-électorale, parce qu'avant la crise post-électorale, il y avait une petite crise, il y avait des soucis, il y avait des gens qui se faisaient agresser pour leur opinion, de part et d'autre. Maintenant, maintenant pour 2023, ma question, comment justement, en poursuivant votre sensibilisation et cet accompagnement, vous pensez pouvoir vous appuyer sur vos outils pour que ces personnes aillent voter, aient un devoir citoyen, connaissent leurs droits aussi? Ça dépend de votre programme. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons les technologies pour faire comprendre aux gens que lorsqu'il s'agit d'élections, il ne s'agit pas de s'entretuer. D'où l'un de nos projets qui s'appelait Élections, c'est pas Niaga. Voilà, donc c'est surtout pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas se faire de mal. Et pour cela, on arrive à mettre en place des systèmes qui permettent de repérer des sources de tension sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, qu'on décide ou pas, parce que les élections précédentes, on ne l'a pas fait. Donc, c'est un projet qu'on peut décider de faire ou pas. Et quand c'est comme ça, quand vous avez ces informations, qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est utile, en fait. Oui. Ça peut être utile. Oui, c'est utile parce que en 2015, par exemple, on avait formé 50 jeunes, 25 jeunes filles, 25 jeunes hommes. Et leur travail, on appelait la brigade digitale pour les élections apaisées. Donc, leur travail, c'était d'utiliser les outils qu'on avait mis en place pour détecter les sources de tension en ligne. Parce qu'en fait, de simples mots, des agressions verbales, peuvent être à la base d'agressions physiques. Absolument. Et donc, quand ces jeunes-là repéraient ces spots d'agressivité, ils rentraient en contact avec les personnes et essayaient de calmer un peu le jeu. Et ça a bien marché parce que la plupart des candidats ont accepté de les recevoir et de faire un mot pour des élections apaisées. Alors, je ne garantis pas qu'on fera quelque chose pour l'élection en 2023. 2009, 2010, 2015,
ça avait du sens. 2020, on n'a rien fait, donc on verra bien. On ne sait pas, on ne sait jamais. C'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Déjà, félicitations. Et vous-même, qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport à ce que moi, ce que je prévois faire avec l'association des blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire, c'est vraiment interpeller en fait les jeunes, surtout les jeunes, sur nos différentes plateformes, sur les risques et liés à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, au contenu qu'on produit, aux mots qu'on utilise sur le digital, parce qu'énormément de personnes nous suivent. Nous devons être des leaders d'opinion, mais quel type de leader d'opinion sommes-nous? Nous devons impacter positivement notre société. Avoir un langage plutôt d'unité et d'amour, c'est vrai, on dit aux gens, allez voter, votez votre candidat selon vos critères, mais ça reste un devoir individuel. Nous n'avons pas besoin d'aller discuter de cela avec quelqu'un d'autre et de rentrer en contradiction, et ça peut ramener des crises. On sait ce qu'on a vécu, et donc c'est un peu ce langage d'amour, d'unité qu'on va essayer de propager sur le digital. Alors, Monsieur Gwando, justement, à votre niveau, comment vous allez justement vous appuyer pour qu'on ait des élections qui soient apaisées, transparentes, ouvertes, et que les uns et les autres puissent aller à leur meeting, en tout cas cette forme de liberté, de respect de la liberté des autres? Merci beaucoup. En tout cas, pour garantir le droit au vote des individus, pour garantir des élections transparentes, le CNDH fait ce qu'on appelle de l'observation électorale. Le CNDH, depuis 2015-2020, déjà fait de l'observation des élections, de tout ce que nous avons eu jusque-là comme élection. On a 31 commissions régionales sur l'ensemble du territoire. Vous utilisez le numérique? Oui, à travers une plateforme dont je vais parler tout à l'heure. Allez-y. Et les 31 commissions régionales utilisent une plateforme d'alerte précoce. Et c'est cette plateforme-là qui sert à dénoncer. Et cette plateforme-là sert avant, pendant et après les élections. Oui. Et c'est une plateforme sur laquelle nos observateurs sur le terrain repèrent tout ce qui est tout de suite peut entraver le bon fonctionnement des élections, même avant, pendant ou après. Et à l'instant où nos observateurs relèvent ces éléments-là sur la plateforme, sur le terrain, nous, ici, nous avons une salle où il y a des écrans avec la plateforme, où dès qu'il y a un incident qui est relevé sur le terrain, nous sommes saisis de cet incident ici et informons en même temps la commission électorale indépendante et les autorités compétentes pour faire cesser la violation en question sur le terrain. Voilà. Alors, comment, justement, là vous parlez de ce suivi, mais encore une fois, vous l'avez dit, hein, l'éducation, l'information, on est ici, on fait un plaidoyer. Comment, justement, vous pouvez jouer un rôle très fort auprès de ceux qui nous regardent, des jeunes, c'est l'année de la jeunesse, mais de façon simple et directe, avec vos connaissances. Parce que tout le monde ne comprend peut-être pas ce que vous faites, mais comment aller vers ces personnes de façon concrète pour leur apprendre ce que vous avez et le bien fondé, selon vous ou non, de l'intelligence artificielle. J'ai une très bonne nouvelle. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, le 17 et le 18 août, il y aura lieu ce qu'on appelle Barcamp Abidjan. C'est un grand événement communautaire. Tout le monde est invité. Les entreprises, les acteurs de la société civile, les sociologues, nos têtes pensantes, les médias. Et c'est cet événement-là, en 2009, qui était à la base de la création d'Akendewa. Donc nous revenons avec cet événement qui va réunir toutes les couches de la société pour parler d'inclusion grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle, mais pour que l'homme soit au centre, pour faciliter l'inclusion dans le sport, pour les élections, dans l'éducation, dans tous les domaines. Et donc c'est plus de 2000 personnes qui sont attendues. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et vous y êtes invité. Merci. Alors, docteur, il a parlé d'inclusion et de l'humain au centre. Oui, je le félicite parce que c'est vraiment cette réflexion-là, inclusive, que tout le monde doit chercher à mener. Ouais. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé des leaders, mais les leaders ont beaucoup d'arbitrage aussi à faire sur terre. Donc c'est aussi aux spécialistes, de proche en proche, comme vous avez dit, d'appeler, d'échanger, de sensibiliser, d'initier, pour que la même réflexion qui est menée partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est à 27 milliards de dollars dans l'économie IA.
ben, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux et d'important. De ce point de vue, la Chine talonne, voire même dépasse les États-Unis. Donc, ils ont raison, nous ne pouvons pas rester en reste. Mais nous ne pouvons pas y aller aussi n'importe comment, sans moyens, sans ceci, sans cela. Donc, il y a toute une réflexion globale, moi je suis tout à fait d'accord, à mener là-dessus. Ce n'est pas un débat de quelques heures, c'est une question de fond. C'est pas fini, ce n'est pas le dernier. Voilà, par rapport même à l'avenir de l'humanité. Oui. Et comme on dit, quand il pleut, chacun cherche sa tête. Donc, c'est vraiment bien qu'ils fassent ça. Comme ça, nous aussi, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, on va aussi se réunir, réfléchir. Nous, on va exposer peut-être nos angoisses, nos hantises, nos peurs. Les juristes vont exposer. Et je pense qu'à un moment donné, on pourra, pourquoi pas, partir dans le même sens. Dernière question, est-ce qu'il est possible à vous quatre d'avoir un consensus international, même si c'est vrai qu'on ne sommes pas logés tous à la même enseigne, mais avoir un consensus international sur les réglementations au regard des défis qui sont posés? Moi, je pense que oui, en tant que technologiste. Pardon, je réponds tout de suite. Oui, allez-y. Aujourd'hui, surtout, je suis très contente, vous êtes très... En matière des droits de l'homme, on est très à l'aise de dire oui. Mais je vous ouvre une parenthèse, parce que j'ai entendu société civile tout à l'heure. Le CNDH, c'est une institution, ce n'est pas une organisation de la société civile. Voilà, ça, je voulais faire cette précision-là. On est très à l'aise pour dire qu'il peut avoir une réglementation internationale. Parce que quand on parle de droits de l'homme, c'est des conventions internationales auxquelles sont parties la quasi-totalité des États. On a aujourd'hui la Convention internationale sur la cybercriminalité. Je pense que c'est le début de la réglementation de tout ce qui est numérique. C'est juste de poursuivre cette réflexion et avoir une réglementation donc, sur l'intelligence artificielle, en fait. Moi, je pense que ça va s'imposer à nous, comme le traité des Nations Unies, parce qu'en fait, on veut survivre, on veut continuer à vivre. Oui. Voilà, donc en tant qu'humain et en tant qu'habitant de la planète, nous sommes heureux d'être ici, donc on veut garder cette chose-là. Donc quand c'est chaud, on met de côté nos divergences, on s'assoit, on signe un document, et après, bon, c'est vrai que ça met du temps pour la mise en œuvre, mais après, on arrive à le faire. On a réussi à le faire avec le nucléaire, on a réussi à le faire avec pas mal de choses. Donc il y a de l'espoir. Non, ça va se faire, ça va se faire. Le seul souci, moi personnellement en tant qu'ingénieur, ce sera votre mot de fin. Ce sera mon mot de fin, c'est que je ne souhaite pas que quand on arrive au moment où tout est régulé, l'Afrique est tellement en retard parce qu'elle n'a pas pris le temps d'apprendre à faire les choses et qu'elle est obligée de subir maintenant. Et c'est ça qui serait dommage. C'est votre avis? Comment? Docteur. Oui, moi je sais que quand vous voulez, la réglementation c'est un texte, mais comme les réalités sont divergentes, donc du coup dans l'application, dans le respect et dans les gains et les pertes, vous voyez que, comme on le dit, où les gens vont ensemble, aucun ne va ensemble. Non, la réglementation elle est en cours, donc aujourd'hui nous on n'attend que les retombées, sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire d'ailleurs, et on va mettre les choses en place. Mais déjà, on est engagé, j'incite les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, à adopter l'intelligence artificielle. Votre mot de fin? La Côte d'Ivoire a déjà fait le pas avec les réglementations de 2013 que j'ai citées tout à l'heure sur la cybercriminalité, sur la protection des données à caractère personnel. Donc c'est déjà une avancée. Donc on peut arriver à une réglementation plus spécifique à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, le mot de fin qu'on peut dire, c'est à nos jeunes, à nos gouvernements, comment il faut intégrer cela dans l'éducation. Il faut nous également, individuellement, nous former sur des questions d'intelligence artificielle pour nous adapter à l'ère du temps. S'adapter à l'ère du temps, je vous dis vraiment merci, messieurs. Docteur Lille, merci monsieur. Et Ouma, merci. Je viendrai prendre des cours. Merci Jean-Patrick et Ouma. Merci Franck Edja pour on va dire, vos informations et pour le débat. Puis, M. Gwando, merci infiniment. Merci au CNDH-CI. Ce n'est plus CI, mais c'est le CNDH. En tout cas, merci tous les quatre de nous avoir éclairés sur cette question qui mérite évidemment encore des discussions, mais nous sommes confiants quant à l'avenir. Donc, merci à tous les quatre. Il est important de veiller à ce que cette transformation avec l'intelligence artificielle soit inclusive, éthique et responsable et qu'elle bénéficie à tous les citoyens. Nous étions réels et non virtuels. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1. C'est la meilleure. À très bientôt.